Donc là, on est dans le hall des exposants. Bonjour les camarades. Salut. Collectif Jeune. Ouais, C'est ça. Salut Alexia. Brian. Salut Thomas. Ça va? Bon. Tranquillement. Quelles initiatives met en place le collectif Jeune fédéral pour attirer les jeunes au niveau de la CGT et chez nous? Du coup, on crée déjà des initiatives spécifiques jeunes au niveau des collectifs pour recréer une initiative et un élan jeune au sein des secteurs et plus précisément au sein des syndicats. Et on a surtout recréé au 9 octobre dernier cette journée spécifique jeunes à la fédération où on a rassemblé 200 jeunes syndiqués et non syndiqués pour pouvoir travailler à l'avenir justement des camarades, enfin à l'avenir des cheminots au sein de la SNCF et de la jeunesse cheminote plus spécifiquement. Il faut savoir que la retraite, c'est quelque chose qui intéresse encore la jeunesse. C'est pas oublié, c'est pas perdu, c'est encore un élément factuel et important pour l'avenir de la jeunesse. Du coup, on est jeune jusqu'à quel âge à la CGT? On va dire 35 ans, c'est vraiment un âge un peu limite. Voilà, mais réellement, moi j'ai toujours dit, quand on milite, on a toujours 20 ans. Après, c'est autre chose. Il faut savoir que le collectif jeune, de toute façon, n'a pas à venir à faire vieillir les jeunes. Au contraire, c'est vraiment un outil qui va servir de tremplin pour que les jeunes syndiqués soient actifs dans leur syndicat. Mon plus jeune congressiste, tu ressens quoi là? Qu'est-ce que tu ressens? Très fier parce que sincèrement, je pense que on a un peu cette vision maintenant, je dirais, en général que les syndicats c'est un truc un peu à l'ancienne. C'est ce qu'on essaie de nous vendre en tout cas au niveau notamment des politiciens actuels, que tout ça s'est dépassé, que c'est fini, la lutte des classes, ces choses-là, que de toute façon les jeunes aujourd'hui ils sont plus intéressés par ça, ils aiment le mouvement, les fondamentaux ils ont un peu oublié, ils aiment les sociétés qui bougent. Et au contraire ce qui est bien c'est qu'en parallèle on voit que la CGT elle lâche pas les jeunes, elle s'enferme pas dans ce truc-là et au contraire elle vient à notre contact, elle vient nous chercher. Et moi que mes camarades m'aient proposé de venir ici sur 4 jours pour découvrir tout ça, m'impliquer encore plus, me former d'autant plus parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Donc non, c'est un honneur, c'est une fierté et je suis vraiment impatient de voir un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir et de découvrir tout ça. C'est le travail local qui t'a amené à prendre une carte. C'est les gens sur place en fait. Exactement. Ouais, j'avoue que quand je suis rentré, j'avais tout juste 18 ans, donc la politique, tout ça, ça paraît loin, on n'est pas trop là dans ça. Et puis bon, je suis arrivé peut-être au moment où la boîte connaît de très gros changements. Et en fait, les changements qui se faisaient au national, en fait, on les voyait vraiment directement nous au local, où on commençait déjà à nous parler d'ouverture à la concurrence, de toutes ces problématiques-là. On nous a créé une filiale à quelques centaines de mètres de chez nous, donc on voyait tout ça arriver. Et du coup, les copains en local, ils nous poussaient vachement à nous intéresser, à nous mobiliser, à nous sensibiliser. Et même si on vit des périodes un petit peu dures en termes de lutte, on voit qu'on est tous soudés, qu'on est tous unis et ça promet de belles années à venir. Je vous dis à bientôt les camarades. À bientôt. Salut. Alors, on va à la rencontre des amis de Châteaubriand. Christian, bonjour. Bonjour. Laetitia, enchantée. Enchanté également. Dis-moi, dis-nous tout sur les Châteaubriand. Qu'est-ce que c'est les amis de Châteaubriand? Les amis de Châteaubriand, donc comme c'est indiqué là-haut, en Ouais. fait on représente à la fois le comité départemental du souvenir des fusillés de Châteaubriand et Nantes et de la résistance de leur inférieure, D'accord. et également l'amicale de Châteaubriand Voves-Rouillé-Incourt, qui est l'amicale nationale à laquelle nous sommes affiliés en tant que comité local et départemental. On a plusieurs missions, mais en priorité, je dirais, c'est d'entretenir le souvenir des fusillés et des résistants. Il y a déjà maintenant 80 ans, mais il ne faut pas les oublier. D'accord. On a une deuxième mission, c'est de transmettre les valeurs de la résistance. Et on y met souvent, et ça revient beaucoup dans l'actualité, le programme du Conseil national de la résistance et les avancées sociales et libération qui sont issues des luttes de l'avant-guerre et de la résistance pendant la guerre. Et également, on a un rôle important également, c'est de vigilant par rapport à l'histoire et que donc quand il y a des volontés de réécrire l'histoire ou d'effacer l'histoire, Ouais. je pense à Ambroise Croizat, qu'on a essayé d'effacer de l'histoire et qui heureusement revient à travers l'actualité. Voilà, on intervient sur ces choses-là. Voilà. D'accord. J'ai entendu parler d'une initiative qui va commencer demain sur ce stand. Tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, alors on a été invité par la Fédération des cheminots, et ça déjà, moi je pense que je peux le dire là, devant la caméra, on tient à les remercier parce que c'est quand même c'est très important pour nous d'être là, en plus dans le contexte social. Et effectivement, quand ils ont appris l'année dernière qu'on éditait une bande dessinée sur les 50 otages, avec comme idée d'avoir un support nouveau, une bande dessinée donc, vers la jeunesse, mais je dirais aussi, on pense souvent à la jeunesse dans les écoles, les établissements scolaires, mais aussi la jeunesse dans les entreprises. Bon Christian, je te dis à demain. Je te pique une BD.
Les camarades, je vous invite à venir là demain. Un Decosa, c'est quoi un Decosa CGT? Alors, un Decosa CGT, c'est l'association de consommateurs de la CGT. D'accord, je savais même pas que ça existait. Eh ben non, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe alors que tous les adhérents de la CGT font partie d'un Decosa. Oui, d'accord, et ça sert à quoi? Eh ben, si tu veux, c'est simple. Si tu fabriques quelque chose dans le monde, il faut bien que les gens se préoccupent de savoir d'où ça vient, par qui ça a été fabriqué et comment ça a été fabriqué. Si tu laisses faire les choses, de toute façon, tôt ou tard, tout le monde le paiera. D'accord, très Tu bien. comprends? Ouais, Alors il super. faut se protéger et pour ça, nous, à un Decosa, on s'occupe de tout ce qui concerne la consommation. Eh ben écoute, je te remercie. Je te pique un petit truc. Mais vas-y, c'est fait pour. Une bonne journée. L'avenir social. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'avenir social? L'avenir social, c'est l'association de solidarité de la CGT. Donc, D'accord. à l'origine, c'est une institutrice qui a créé un orphelinat Ouais. pour accueillir les enfants, leur donner une éducation. Et ensuite, elle a remis les clés de l'orphelinat à la CGT. On mène des actions en France et à l'international. En France, pour l'accès au droit aux vacances pour tous. Et à l'international, des projets en direction des femmes pour l'émancipation, notamment au Sénégal. Au Burkina Faso, on vient de créer une école pour des enfants dans un village où il n'y avait absolument rien. Voilà, donc ce sont des actions qui sont menées avec des organisations proches de la CGT. Donc on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde pour mener ces actions. Très bien. Donc venez nous voir, nombreuses et nombreux au stand. Alors donc maintenant, on va voir Thierry Roy qui est à l'IHS fédéral. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est l'IHS fédéral? Donc l'IHS fédéral a été créé en 1997. Ouais. Donc son but essentiel, c'est la préservation des archives. Et donc préserver les archives papier, dossiers, images et maintenant numérique. Parce que forcément, on a beaucoup de plus en plus de numérique, donc on a ce sujet-là. Et donc c'est aussi pour aider les générations futures de s'emparer de l'histoire et de s'accaparer de l'histoire. Donc en D'accord. sachant que l'histoire bégaye toujours, Très bien. comme disait Marx. Il y a une exposition. Tu peux nous parler de cette Alors expo, s'il te l'exposition, plaît? c'est les 100 ans de la grève de 1920. Il y a eu 2 grèves en 1920, des grèves importantes, qui ont permis des avancées pour partie notamment le statut des cheminots, notamment dans le sens différé, mais aussi qu'il y a une grève qui a été marquée par une répression avec 18 000 révoqués à l'époque. Merci Thierry, en tout cas, je t'embrasse fort. Merci Je beaucoup. te souhaite un très bon congrès. Et à bientôt. Et puis j'invite tout le monde à venir au stand de l'IHS. Son implication. Et je disais, moi, qu'en 2007, lorsque nous avons conduit aussi ce conflit social contre la remise en cause du régime spécial de retraite des cheminots, entre autres, eh bien, un conflit qui a duré une dizaine de jours, qui a été très dur. On avait, alors bon, c'est aussi pour l'anecdote, hein, on avait réalisé, entre guillemets, un exploit historique, puisque nous avions déposé un préavis de grève en décembre 2007, CGT, CGC. Alors c'était un coup de poker, parce qu'il fallait remettre autour de la table la direction de la SNCF, parce que les négociations à l'issue du conflit partaient mal. Et donc nous avons là gagné, puisque la SNCF a rouvert des négociations et nous avons obtenu ce jour-là des moyens et des avancées sur la pénibilité et les moyens aussi d'abondement financièrement parlant de la SNCF pour le niveau des retraites. Et donc ça avait été, alors bien sûr ça a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, et c'était en plus en plein congrès de l'UFCM, et Gilbert, il peut en dire 2 mots. Hein. Ah ouais, parce que là, tu vois, réunion téléphonée pour se tenir au courant en plein congrès, quoi. Et puis, la réunion téléphonée prend acte du fait qu'on retire le préavis. Bon, obligé quand même d'annoncer les choses au congrès. Tous les congressistes sont en attente. Première fois de ma vie où j'annonce qu'on retire un préavis et la salle se lève et applaudit, quoi. C'était, quand on dit c'était le coup de poker, c'était le coup de poker, quoi. Et tu te rends compte que tous les syndiqués avaient compris que c'était le coup de poker, quoi. C'était quand même particulier, quoi. Voilà. C'est probablement ce qui rassemble tous les conflits, c'est qu'il se produit toujours des événements super inattendus et en fait on arrive à réagir, parce que nous dans ce conflit-là on a eu plein de surprises aussi. Hein. On s'attendait pas à ce qu'ils partent aussi fort et qu'ils durent aussi longtemps. On s'attendait pas
avoir à affronter la période des fêtes, parce qu'on pensait soit que le gouvernement aurait plié avant, soit qu'on ne serait pas capable d'aller à la grève pendant les fêtes. Et en fait, à chaque fois, le truc extraordinaire, c'est qu'on prend des décisions pour faire face à des nouveautés, des trucs qui nous bousculent, et les copains mettent en œuvre, quoi. Et vraiment, la Fédération des cheminots, moi, je trouve que c'est extraordinaire de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'une semaine avant, on se dit c'est pas possible, et une semaine après, on fait le bilan qu'on l'a fait, et que finalement, bon, ça a été dur, on en a chié, mais que voilà, ça a été réalisé. Mais moi, de ces différentes expériences, et ça confirme ton impression, c'est de se dire que jamais rien n'est écrit d'avance pour personne. Ni pour nous, ni pour le pouvoir en place, ni pour le gouvernement, qui d'ailleurs, on le voit quand même, est obligé d'improviser et montre sa faiblesse. Et le mouvement lui-même crée des événements et un rapport de force, donc parfois on n'a pas le soupçon de cette puissance, quoi. Et ça, c'est parfois difficile à communiquer, où on aimerait prédire un peu les événements, hein, dire voilà ce qui va se passer. Alors réfléchir en stratégie, c'est pas non plus arrêter un plan au millimètre, parce que le mouvement, la mobilisation fait que rien n'est jamais écrit d'avance pour le pouvoir comme pour le mouvement syndical. Moi, j'ai une petite anecdote, si on veut évoquer aussi des anecdotes par rapport à celle de 95, au tout début des premiers jours de décembre, puisque le mouvement part fin novembre, hein, premier jour de décembre, il y a le directeur qui m'appelle affolé parce que des piquets de grève commençaient à installer des sapins de Noël. On était dans les premiers jours de décembre. Et le directeur, naturellement, me pose la question en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire si les cheminots en grève mettent des arbres de Noël sur les piquets 3, 4, 5 décembre ?» Je dis « Écoutez, moi, je ne sais pas, vous me donnez l'information, mais il me semble comprendre. Ils se préparent éventuellement pour Noël. » Et là, il m'avait dit « Mais vous n'y pensez pas, monsieur le secrétaire général. » Je dis « Moi, j'y pense pas, mais les grévistes, eux, ils y pensent. » L'investissement des militants, des élus, de nos délégués sur ces conflits, notamment celui de 2018, celui-là qui a commencé en 2019 et qui se poursuit, c'est quand même dans la CGT, tu peux en dire deux mots, Bernard, toi qui as été secrétaire général de la CGT pendant 14 ans, peu de fédérations sont en capacité aujourd'hui de conduire des conflits de ce niveau-là. Je pense qu'une des raisons, c'est qu'il y a des fondations, il y a des principes, il y a une structuration. Nous avons des instances à la fois localisées avec nos syndicats de sites, nous avons nos secteurs fédéraux, et tout ça, ça fait effectivement des points d'appui formidables, et ça permet de mener ce genre de conflit. Il y a une forme de culture dans la fédération, d'organisation, qu'on a tendance à ne plus retrouver ailleurs, quoi. Moi, si on parle d'anecdote, le conflit de 2016, je te rappelle Laurent, quoi. La CCN, 19 heures de négociation, on fait rentrer des éléments importants dans la négociation de la CCN, mais voilà, on sent bien que l'équilibre n'y est pas. Et est-ce qu'on pose notre signature? Est-ce qu'on pose pas notre signature? Est-ce qu'on dénonce ou pas? Enfin, une fédération, on a ça le jeudi matin. Les négociations s'arrêtent à 5 heures du matin. Hein. À 7 heures du matin, on fait un courrier au secteur. Dans la matinée, réunion BF secteur, réunion téléphonée. Dans la foulée, on organise une votation des syndiqués sur 4 jours. En 4 jours, on a plus de syndiqués sur 2 qui votent, quoi. Et qui se positionnent et qui positionnent la fédération. Enfin, je pense que là, ça fait mesurer la culture d'organisation qu'il y a, tout en changeant de génération. Parce que on a, entre toi, Bernard, et moi, et Laurent, on a eu un changement complet de génération. Hein, voilà. Mais de configuration d'entreprise, de nouveaux militants, etc. N'empêche que cette culture d'organisation et cette façon de fonctionner en proximité de la fédération jusqu'au plus proche des syndicats, c'est un truc qui continue et qui se prolonge et qui donne toute l'efficacité, quoi. Et nous, on le retrouve en 2018 quand on décide la vote-action, parce que on est en interfédéral. J'avais plus ou moins déjà annoncé dans les médias qu'on allait faire quelque chose d'aérien, en référence à ce qui s'était passé à Air France, puisque à Air France, le PDG croyait pas que les salariés voteraient contre sa proposition salariale, et en fait ils ont voté contre et il a dégagé. Et donc on avait déjà réfléchi un peu au niveau du secrétariat et du bureau fédéral sur est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose dans ce sens-là. Discussion pareille avec les secteurs, bon, c'est envisageable, ça va être chaud mais il faut le faire.
Et puis on se retrouve en interfédéral. Et les autres OS, en fait, sont persuadés qu'on n'est pas capable. En disant non, mais de toute façon, on n'y arrivera pas. Tu t'imagines, ce que tu nous dis, c'est que demain, on commence la votation et dans 3 jours, c'est terminé, quoi. Enfin, c'est juste pas possible de faire voter l'entreprise comme ça. Oui, si, on va le faire. Bon, bah, alors après, tractation, il valide. Et il nous laisse faire, parce qu'en définitive, c'est quand même beaucoup comme ça. Ça, c'est peut-être la constante aussi. Et effectivement, le truc se met en place. Et plus de 60% des cheminots votent. Voilà, moi, j'y croyais pas. Hein. D'ailleurs, j'engueulais la CFDT qui disait s'il n'y a pas au moins 40% de votants, ce sera pas une réussite. J'ai dit, mais oh, de quoi tu te mêles, toi? Tu vas pas en faire signer un. Qu'est-ce que tu viens de nous foutre des barres qu'on sera peut-être pas capable de franchir? Et puis, en définitive, on a explosé la barre. 60% de cheminots qui votent, 94% de cheminots qui votent contre la réforme. Et y compris, pour les anecdotes, pour ça que vraiment, il y a des moments où on secoue vraiment le camp d'en face durement. Pépi avait envoyé le message qu'il fallait surtout pas accréditer ça. Il fallait pas favoriser l'organisation du truc dans la boîte. Et en définitive, même des 4 sup sont venus voter en disant bon, normalement on n'a pas le droit, mais moi je tiens à participer à la démarche. Et donc c'est assez cocasse. Et ça c'est aussi parce que tout de suite tous les camarades se mettent partout sur tous les sites à organiser les trucs, quoi. Et c'est vraiment assez fantastique de ce point de vue-là. On peut pas tout faire. Mais bon Dieu, on peut en faire quand même pas mal. On a, je crois, effectivement, historiquement dans la fédération, cette qualité d'avoir su tenir les deux jambes, en quelque sorte. Le débat revendicatif, quelle revendication on doit porter? On l'élabore, on débat sur la nature de la revendication. Mais il faut aussi débattre du deuxième pilier, qui est l'organisation. Le réseau militant, comment il est organisé, est-ce qu'il est présent? Parce que j'ai vu parfois dans la CGT des débats à l'infini sur la nature de la revendication à porter. Très bien. Mais s'il n'y a pas le débat sur l'organisation pour la porter, cette revendication, ça reste un slogan et puis il n'y a aucune suite. Et nous, je crois qu'historiquement, toute génération, on a su entretenir les deux qui ne sont jamais parfaits. Jamais rien n'est parfait. Mais quand même, on a cette qualité d'avoir le souci des deux piliers, le contenu revendicatif et le réseau militant. Je me souviens qu'en 95, d'ailleurs, l'entreprise depuis avait beaucoup réagi. Notre réseau militant était le premier réseau d'information des cheminots sur ce qui se passait dans le conflit. Les cheminots en grève étaient mieux informés des discussions avec les pouvoirs publics, il y en avait quelques-unes, même informelles, que les chefs d'établissement de la SNCF, qui n'avaient aucune information de leur état-major. Bon, après, l'entreprise, naturellement, a réagi, n'a pas laissé les choses en état, mais c'est dire combien notre organisation était précieuse pour conduire le mouvement. Y compris dans la stratégie des luttes, là, moi, ce que j'ai remarqué là aussi, c'est que on a de plus en plus de difficultés à porter des revendications d'ordre général qui touchent à tous les salariés. Il y a un conflit sur les retraites, mais les cheminots, ils sont confrontés à une explosion de l'entreprise, etc. Et ils continuent à porter les revendications de l'entreprise. Ça facilite l'entrée dans l'action. Et je trouve que aujourd'hui, dans d'autres secteurs professionnels, on a du mal, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur des revendications de tous les salariés, mais les revendications d'entreprise, on a tendance à les oublier. Et ça, historiquement, c'est quelque chose qui était fort à une autre époque. Si on prend 68, si on prend 36, si on prend les grands mouvements, 95. Si on prend les mouvements, on portait des sujets globaux, des sujets généraux qui touchent tous les salariés, mais en même temps, on portait des sujets d'entreprise, on portait nos propres revendications. Dans le contexte aujourd'hui où ça a beaucoup changé côté médias, je pense aux chaînes d'infos en continu, je pense à Internet qui joue un rôle, les réseaux sociaux, où on voit bien que l'information... le seul moyen de notre portée en tant qu'organisation syndicale, c'est notre réseau militant, notre contrepoison quelque part, c'est ce contact et ce réseau militant. Et moi, ce que je trouve assez remarquable dans cette séquence-là, dans ce contexte compliqué, tendu, avec un pouvoir intransigeant, c'est que malgré le déferlement, parce que là, le choix qui a été fait, c'est de prendre tous les cheminots dans leur ensemble comme des privilèges voulant garder, etc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et je pense qu'une des explications, c'est notamment, pas la seule, mais notre réseau militant qui est sur le territoire, au contact des populations, des commerçants, dans les villes, là où il y a des gares, etc., rencontre des cheminots. Et je pense que ça participe amplement, parce que du matin au soir, par les médias, en général, on entendait parler des cheminots privilégiés, les régimes spéciaux, j'en passe, et des meilleurs. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que c'est notre réseau militant. La fédération, elle est tellement bien organisée que on peut déclencher les luttes. On a une stratégie dans laquelle on peut peser les éléments, à quel moment il faut taper fort, à quel moment il faut retenir les coups, etc. Et le gouvernement, je pense qu'il nous identifie comme vraiment des obstacles à ça. Et après, je pense que dans la CGT, il faut vraiment qu'on discute
sur le fait que c'est pas l'opération du Saint-Esprit, ça. Parce qu'on nous dit souvent, ça, oui, mais vous êtes une grande entreprise nationale, donc c'est normal que chez vous, ce soit plus facile qu'ailleurs. Mais chez nous, il y a 150 métiers différents, et d'un métier à l'autre, c'est très compliqué de faire partager les revendications. Mais on voit bien comment ils réagissent. Début de la réforme ferroviaire, les éléments qu'on mettait en avant, c'était l'attaque sur les petites lignes. Tout de suite, c'est un sujet sur lequel il supprime le passage en disant on n'appliquera pas le rapport là-dessus. Bon, on connaît la tactique, hein, ils veulent conserver l'essentiel. Il y a des reculs, comme tu le dis, des reculs. Il n'y a pas les avancées qu'on souhaiterait, malgré les mobilisations. Et après, on peut se poser aussi la question, si on ne luttait pas, que serait la situation? Alors après, il y a le traitement privilégié des pouvoirs en place vis-à-vis des cheminots. Alors, il y a une constance, hein, je dirais, d'un gouvernement à l'autre. Si je prends simplement Sarkozy, déjà, qui nous avait fait siffler dans ses meetings avant son élection en 2007, la première réforme qu'il engage, grande réforme, 31 juillet 2007, passe à l'Assemblée nationale, le service minimum dans les transports publics terrestres. Et là, par contre, il nous a tendu un piège. Il nous tendait un piège, Sarkozy et Fillon. Parce qu'ils se sont dit, on va lancer le chiffon rouge, la CGT va foncer tête baissée, parce qu'ils avaient déjà mis l'opinion publique sur le grill, puisque bon, tous les sondages, 80-85% des citoyens souhaitaient le service minimum dans les transports et tout ça. Donc nous, on n'a pas fait ce cadeau, hein, tu rappelles Bernard. On a rassemblé les régimes spéciaux, on a engagé le 18 octobre 2007 un grand mouvement de grève, avec des taux de grévistes de près de 80% à la SNCF, à EDF et à la RATP. Ça veut dire qu'à chaque fois, effectivement, ils savent que, et Sarkozy l'avait dit, hein, toutes ces réformes-là vis-à-vis des cheminots, c'est dans les 100 premiers jours qu'il faut les faire. Donc il y a une constance des pouvoirs, notamment des libéraux, pour casser ceux qui empêchent de Bon les gérer camarades, en on les rond laisse discuter. Bonne journée à vous.